Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue au webinaire Surpoids et obésité, une affaire de famille que nous avons organisé à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité. Donc, je suis Geneviève Le Bihan, je suis coordinatrice de la Séro-Occitanie, structure d'expertise régionale obésité en Occitanie. Et je vais donc, moi, modérer ce webinaire avec mes collègues des CSO de Toulouse et de Montpellier et de la Séro-Occitanie. Alors, juste sur le plan technique, donc vous voyez que vos micros et caméras sont inactivés par défaut. Vous allez pouvoir communiquer avec nous via l'onglet sur le chat, via l'onglet conversation. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Il y sera répondu dans la mesure du possible aussi au fil de l'eau, au fil du webinaire. Et puis, vous pourrez également, nous aurons un temps aussi de questions-réponses à la fin, à peu près une dizaine de minutes sera consacrée sur les questions qui n'auront pas encore été répondues. Donc, nous enregistrons ce webinaire et il sera mis à disposition sur les sites respectifs des deux CSO et de la Séro-Occitanie. Et vous avez donc le téléphone de Thierry qui, voilà, si vous avez des petits soucis techniques de connexion, vous pouvez l'appeler. Il vous répondra dans la mesure du possible. Juste pour présenter les trois structures qui ont créé et élaboré ce webinaire ensemble, donc les CSO, les centres spécialisés de l'obésité qui existent depuis 2012 dans nos régions. Donc, ils ont pour mission principale la prise en charge des obésités sévères, complexes et très complexes, et également donc construction et l'animation des filières territoriales de l'obésité, que ce soit adulte, pédiatrique ou chirurgicale, et puis participe à l'offre de formation et à toutes les expérimentations. Par ailleurs, la Séro-Occitanie, dont je fais partie, est une structure qui est issue des réseaux de prise en charge de l'obésité pédiatrique qui existaient dans la région Occitanie et qui, dans le champ de l'obésité pédiatrique, est là en appui aux professionnels à travers des sensibilisations, des formations, l'appui à la mise en place de parcours, la mise à disposition de ressources, notamment aussi à travers notre site internet que vous avez affiché là en dessous. Donc, les intervenants d'aujourd'hui, alors je vais les prendre dans l'ordre d'apparition. Donc, il y aura docteur Béatrice Jouret, qui est pédiatre endocrino à la Séro-Occitanie et au CSO de Toulouse. Ensuite, il y aura Jean-Baptiste Bonnet, qui est chef de clinique au CSO de Montpellier. Avec le docteur Christine Chollet, qui est pédiatre à la Séro-Occitanie et au CSO de Toulouse. Et puis, nous conclurons avec Nadjet Nouri, qui est psychologue et psychothérapeute de couple et famille au CSO de Toulouse. Voilà donc pour les présentations, et je voulais remercier ici particulièrement donc les deux collègues qui n'apparaissent pas sur les diaporamas, mais que sont Estelle Bertrand et Thierry Leclinch du CSO de Montpellier, qui gèrent tout le volet technique, qui ont créé ce webinaire sur le plan technique et qui sont pour cela très précieux pour l'organisation et la réussite de ce webinaire. Donc, je les remercie et je vais passer de suite la parole à Dr Béatrice Jouret qui va introduire ce webinaire. Bonjour tout le monde, donc je vais effectivement vous présenter les déterminants de l'obésité pédiatrique en lien avec la famille. Donc on sait pourquoi il faut prévenir l'obésité, parce que d'abord c'est une maladie chronique, elle a une morbidité importante chez l'enfant, notamment elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, l'asthme, l'arthrose, les troubles du sommeil et plusieurs types de cancers chez l'adulte. Même si on a l'impression qu'actuellement en France le chiffre de prévalence semble avoir atteint un plateau. C'est une maladie, d'autre part, qui est évolutive avec un développement précoce d'un excès d'adiposité et qui est associée à une haute probabilité de surpoids dans l'enfance, l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte. C'est une maladie qui est difficilement réversible et on sait qu'un gain de poids rapide dès la première année de vie prédit l'obésité plus tard dans la vie. Une dernière publication montre que l'obésité infantile se manifeste souvent dès les premières années de vie avec un pic de l'augmentation de l'IMC entre 3 et 6 ans. Et on sait qu'une fois installée, l'obésité devient très persistante, voire même les enfants obèses à 3 ans ont plus de 90% de risque de rester obèses à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc c'est un chiffre qui fait peur. Pour cela, il y a des déterminants précoces, il faut agir très tôt. Et donc les 1000 jours sont une période qui est très intéressante puisqu'il y a de multiples déterminants. Les 1000 jours, c'est de la conception de l'enfant aux 2 ans de l'enfant.
Donc, l'obésité préconceptionnelle, avant que la maman démarre la grossesse, est un déterminant très important. Il a un effet délétère sur la santé de la mère, mais aussi sur la santé de l'enfant. On sait que l'obésité préconceptionnelle maternelle augmente le risque d'obésité infantile dans une plus large mesure que le diabète gestationnel maternel. Et en plus, la présence des deux augmente encore plus le risque. Les femmes qui démarrent la grossesse en obésité auront 52% de risque d'avoir un enfant qui deviendra obèse durant l'enfance et ça peut augmenter jusqu'à 62% à l'adolescence. Le gain de poids pendant la grossesse a aussi une action. Et donc, dans cette étude, l'étude de Sneed et Hall, donc, il n'y a pas d'interaction entre la prise de poids de la mère et le diabète gestationnel. Par contre, on sait qu'une prise de poids plus importante au cours du premier trimestre est associée à un risque plus faible d'obésité infantile précoce. Mais les 2 derniers trimestres, le 2e et le 3e trimestre, c'est beaucoup plus important. C'est associé à un risque plus élevé. 30% de risque d'être en obésité pour les enfants de mère dont le gain de poids est supérieur aux recommandations de prise de poids pendant la grossesse. Le diabète gestationnel a aussi un rôle, puisqu'on sait que c'est important de prévenir la prise et de prendre en charge l'hyperglycémie pendant la grossesse. Et donc, il est nécessaire d'améliorer les contrôles glycémiques qui diminueront l'obésité néonatale, puisqu'on sait que si la glycémie est élevée pendant la grossesse, l'adiposité néonatale sera plus importante. Les enfants de mère ayant développé un diabète gestationnel présentent un risque plus élevé de surpoids ou d'obésité. Et il y a un lien entre l'obésité maternelle et le diabète gestationnel, avec un risque accru d'effets indésirables chez le nourrisson et les enfants, tels que la macrosomie dès la naissance, l'hypoglycémie néonatale, mais aussi l'obésité infantile et tous les troubles métaboliques. Le tabac pendant la grossesse joue aussi un rôle. Il augmente le risque d'obésité infantile avec un pourcentage de masse grasse augmenté, avec moins de masse maigre et un enfant de plus bas poids de naissance. La prévalence est élevée de faible poids de naissance avec un gain de poids rapide dans l'enfance précoce en lien avec des changements au niveau des marqueurs épigénétiques qui régulent la croissance fœtale et la croissance de l'enfant. Il y a différents mécanismes qui interviennent et ça c'est très intéressant. Une perturbation du transport des nutriments du fœtus qui peuvent provoquer une faible croissance, mais aussi une atteinte des régions cérébrales du fœtus, telles que la région de la récompense, le système de la récompense et la balance énergétique. Le tabagisme paternel, lui aussi, joue un rôle, il n'y a pas que la mère, et il semble être associé, indépendamment du tabagisme maternel, au risque de surcharge pondérale chez l'enfant. Et on a une relation dose-réponse linéaire du tabagisme maternel qui a été observée dans la fourchette de 1 à 15 cigarettes par jour. Il semblerait qu'au-delà de 15, il y a un effet plateau. L'allaitement a été beaucoup discuté. Il est protecteur contre l'obésité infantile. On a une seule étude qui montre qu'il est non protecteur, mais on sait que l'allaitement maternel exclusif associe un risque plus faible d'obésité et que la durée de l'allaitement n'interviendrait pas de façon significative une fois qu'on l'ajuste à l'IMC maternel. Par contre, la durée de l'allaitement, elle est en corrélation avec la méthylation de certains gènes qui pourraient servir de mécanisme épigénétique à l'appui de l'influence préventive de l'allaitement sur l'obésité. Donc l'allaitement est protecteur, mais surtout par le degré d'autorégulation du bébé au sein plutôt que par la composition du lait. Et on sait qu'on a un odds ratio de 22% de moins de devenir obèse parmi les enfants allaités par rapport aux enfants non allaités. Et on sait aussi que l'allaitement a un effet positif pour l'enfant, mais aussi pour la mère, notamment pour la masse grasse de la mère qui diminue plus facilement après allaitement. Qu'en est-il des antécédents parentaux d'obésité? On sait que l'obésité des parents influence fortement le statut pondéral des enfants et qu'il y a une association plus forte quand les deux parents sont en obésité que quand seul le père ou la mère l'est. Et on a 48% des enfants qui sont devenus adultes, qui sont nés de parents en obésité, contre 16% avec des parents qui sont de poids normal. Donc on voit une différence significative. Les facteurs sociaux environnementaux jouent un rôle important puisque finalement la maison, c'est un mélange de facteurs comportementaux et environnementaux qui influenceraient l'enfant dans sa pratique d'activité physique et dans l'alimentation. On sait que les pratiques parentales qui impliquent les styles de parentalité, la culture, l'environnement familial, le rôle de modèle et les modes d'alimentation précoce influencent le risque d'obésité chez l'enfant. Il y a aussi un lien entre le sommeil et l'obésité. Pour chaque heure de sommeil, le risque d'obésité diminué de 9% pour les enfants de moins de 10 ans. Et la durée du sommeil est associée à un changement significatif de Z-score de l'IMC.
Une courte durée de sommeil peut augmenter le risque d'obésité chez les enfants et les adolescents, en particulier entre 3 et 13 ans, alors qu'une longue durée de sommeil semble bénéfique pour prévenir l'obésité. Et on sait aussi que l'activité des enfants et les modèles alimentaires sont sous l'influence également de la scolarité et de la société. Les styles éducatifs jouent un rôle majeur. On sait qu'il y a plusieurs styles éducatifs et ils sont reliés au risque d'obésité chez l'enfant. Par exemple, une pratique alimentaire restrictive, un modèle alimentaire parental de mauvaise qualité, un faible soutien parental pour une alimentation saine, un bas niveau d'activité physique structurée de l'enfant avec les parents favoriserait l'obésité chez l'enfant, alors qu'un style démocratique en faveur d'une alimentation plus saine, une pratique familiale d'activité physique et de meilleurs résultats, donne de meilleurs résultats sur le poids de leur enfant. Donc, on a montré que les styles parentaux qui mettent l'accent sur l'équilibre entre une attitude chaleureuse et contrôle, c'est-à-dire par exemple le style cadran ou démocratique, contrairement au style consacré à un seul de ces concepts, par exemple le style permissif ou autoritaire, semblent promouvoir les habitudes alimentaires les plus saines et même peuvent protéger l'IMC de l'enfant. Donc, les pratiques autoritaires alimentaires ou permissives sont principalement médiées par une dérégulation de l'appétit et des stratégies de régulation émotionnelle avec le développement de l'obésité infantile. La qualité émotionnelle des relations entre les parents et nourrissons a un rôle important. Il y a une augmentation du risque d'obésité en lien avec une réponse inadaptée aux émotions de l'enfant. Et là aussi, on sait qu'il y a des mécanismes qui régulent la balance énergétique, qui est une balance complexe et qui est interconnectée avec le système nerveux autonome. Par exemple, en réponse au stress, le système nerveux sympathique et l'axe hypothalamo-hypophyso-adrénergique sont stimulés et impactent l'appétit et l'humeur. Et une adaptation trop prolongée ou un stress extrême peuvent entraîner une accoutumance, voire une inefficacité des stimulations des signaux cérébraux qui aboutissent à une prise alimentaire agissant sur l'homéostasie du glucose. Et la réactivité au stress peut être transmise à travers les générations par voie épigénétique, d'où l'importance aussi de l'épigénétique. Alors là, je vous avais fait un petit schéma. On sait que la régulation émotionnelle joue sur les fonctions exécutives, sur l'autorégulation, sur le tempérament, sur l'affect. Et quand les parents sont des modèles avec un attachement, un bon attachement, un style parental adapté, une croyance en matière de mode de vie sain, la suite. On sait que ça améliore et ça me permet d'acquérir des compétences, notamment concernant la conscience des émotions, la compréhension des émotions, l'acceptation et la tolérance des émotions, mais aussi son autorégulation et l'acceptation de soi, et que la famille est vraiment un facteur de soutien avec une éducation émotionnelle aussi scolaire. La scolarité joue un rôle et un mode de vie sain. Et tout ça, ça agit sur des facteurs positifs individuels que sont la résilience, l'empathie, l'auto-efficacité, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Et ça inhibe le développement de l'obésité. L'inverse est que sur cette régulation émotionnelle, si les parents ont des attitudes inappropriées avec une disponibilité alimentaire mauvaise pour la santé, un modèle mauvais pour la santé, un attachement insécure, un style parental par exemple autoritaire, une activité physique faible, un comportement sédentaire, un rythme de sommeil perturbé, ça engendre des événements et un affect négatif, notamment le stress, avec une sécrétion de cortisol qui est l'hormone du stress, une faim émotionnelle, une prise alimentaire qui va stimuler le développement de l'obésité. L'environnement utérin et l'obésité de l'enfant. L'environnement utérin joue un rôle majeur par plusieurs mécanismes différents. On l'a déjà plus ou moins vu. Les changements épigénétiques, une dysrégulation du développement du tissu adipeux avec plus de tissu adipeux blanc par rapport au tissu adipeux brun qui protège contre l'obésité. Et ça agit aussi sur la programmation de l'appétit au niveau du noyau arqué. Et ça peut être des moteurs clés de la programmation développementale de l'obésité infantile. Et donc, des environnements intra-utérins sous-optimaux vont interagir avec la génétique maternelle et fétale, ainsi qu'avec l'environnement postnatal pour contribuer au risque d'obésité infantile. Par exemple, les problèmes métaboliques maternels, l'obésité et la résistance à l'insuline vont contribuer au risque de croissance fétale excessive et d'adiposité excessive de l'enfant qui va naître, mais aussi pendant l'enfance. Un petit schéma pour récapituler. Vous voyez à gauche la maman qui est en situation d'obésité. Partout
tous ces facteurs métaboliques perturbés, ça va agir sur des gènes et par notamment l'épigénétique en agissant sur la méthylation de certains gènes promoteurs. Ça va agir sur le développement du tissu adipeux du fœtus au profil du tissu adipeux blanc et ça va agir aussi sur l'hypophyse en agissant sur le noyau arqué, notamment sur le neurone, le peptide NPY qui va avoir un rôle sur la satiété. De l'autre côté, vous voyez tout ce qu'on vient de voir, trop de prise de poids, le tabagisme, ça va participer, le stress maternel par l'intermédiaire du placenta, la sécrétion de cortisol vont participer au développement du tissu adipeux chez le nouveau-né et au développement de la prise de poids précoce. Donc, au niveau de l'individu, finalement, il y a une balance énergétique avec trop d'apports par rapport aux dépenses. Les apports, c'est les apports alimentaires et les boissons. Les dépenses, c'est surtout l'activité physique. Et donc l'individu, il est bien sûr dépendant de facteurs démographiques, de sexe, de son ethnie. Il y a aussi une interaction de gènes, comme on vient de le voir, avec l'environnement. Il y a tous les facteurs psychosociaux qu'on vient de voir. Mais il y a aussi l'influence de la famille par le poids des parents, les préférences alimentaires et la disponibilité de nourriture à la maison, les préférences familiales de loisirs actifs et créatifs, les règles familiales et les préférences pour les loisirs numériques, les connaissances, l'éducation, les compétences, les modèles d'activité, mais aussi tout ce qui est facteurs socio-économiques. Il y a aussi une influence de la collectivité avec tout ce qui est école, éducation, parcs, espaces verts, aires de jeu, les pistes cyclables, les chemins piétons, les transports publics locaux, mais aussi tout ce qui est influence sociétale et politique avec une politique gouvernementale, industrie, le secteur commercial, transport, agriculture, médias, médecine et santé publique et toutes les normes sociales et les valeurs. Donc, en conclusion, on peut dire que la prise en charge de l'obésité commence très tôt, dès l'instant où la mère va vouloir une grossesse et que la prévention doit être ultra précoce, puisque les habitudes de vie, l'environnement familial défavorable accentuent la prédisposition génétique. Et il faut que l'enfant acquiert des compétences et des habitudes de vie saines. Elles sont transmises par les parents dès le plus jeune âge. Et donc, il faut vraiment que tous ensemble, c'est une affaire de population, on soit prêt à accompagner la maman qui veut tomber enceinte, donc dès le plus jeune âge. Je vous remercie. Merci beaucoup Béatrice pour cette synthèse effectivement importante pour cadrer un petit peu la relation entre famille et l'obésité des enfants. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat si vous en avez. Nous y répondrons au fil de l'eau ou bien à la fin aussi dans le temps qui y sera consacré. Et pour continuer, donc je vais passer la parole à Jean-Baptiste Bonnet et Christine Chollet qui vont aller justement sur ce volet des femmes enceintes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette formation. Merci pour cette première mise au point. On va essayer de rentrer un petit peu dans le pratico-pratique en vous présentant deux programmes qui sont faits à l'est et à l'ouest de notre région Occitanie. Et l'idée dans ces deux programmes, c'est que donc on a vu qu'il y avait toute une influence des 1000 premiers jours sur l'avenir de l'enfant. Et on nous donne comme objectif de dire, eh bien, il faut travailler pendant la grossesse, et pendant la grossesse, vous arriverez à faire des choses pour la femme, pour sa grossesse et pour l'enfant à venir. Et vous allez me dire, OK, il faut faire des grossesses programmées, mais en fait, dans les faits, les femmes enceintes, on les voit autour de 3, 4, 5, voire 6 mois de grossesse. Est-ce que fondamentalement, je peux faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux en attendre? Effectivement, les études ne sont pas toutes en faveur de résultats mirobolants sur les interventions pendant la grossesse. Néanmoins, pourquoi est-ce qu'il faut rester motivé et pourquoi est-ce qu'on doit continuer à y aller? Eh bien, d'abord, c'est pour un truc qui est bien décrit et qui s'appelle l'effet halo. Le principe de l'effet halo, c'est quand vous occupez en l'occurrence, de votre patiente au centre, eh bien, vous allez vous occuper aussi de sa famille et donc de l'enfant à naître sur le long terme. Et ça, c'est bien décrit, notamment sur les interventions fortes qui comportent un aspect timing important qui est la chirurgie bariatrique. Quand une mère de famille a une chirurgie bariatrique, eh bien, il y a un impact sur la famille, les amis, la communauté, les collègues de travail et puis même un partage dans les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand une personne dans une famille a une chirurgie bariatrique, vous avez 46% du reste de la famille 59% du reste de la famille qui, elle aussi, perd du poids. Donc, c'est des éléments qui sont intéressants et qui montrent que finalement, votre action sur cette personne, elle ne concerne pas que cette personne et elle doit
prendre en compte des résultats sur le long cours. Donc s'occuper de cette patiente, c'est s'occuper de sa famille, et même si vous n'aurez pas de résultats pendant sa grossesse, il y a des messages qui peuvent passer, sachant que c'est souvent une des seules portes d'entrée qu'on peut avoir pour ces personnes qui, à côté de cela, vont bien et n'ont pas besoin de consulter leur médecin au quotidien. Merci Jean-Baptiste. Bonjour. Donc, effectivement, on est dans la période de la grossesse, du début de l'histoire de cette famille. Et parler du poids pendant la grossesse, c'est difficile, c'est souvent difficile. Difficile d'abord pour la femme enceinte, parce qu'elle va redouter que cette grossesse n'aggrave son surpoids. Mais il faut se rappeler aussi que c'est difficile pour nous soignants, parce que parfois on cherche les mots qui limitent les postures de défense. Et pourtant, on souhaite orienter ces femmes parce qu'on connaît les facteurs de risque que vient de vous décrire Béatrice Jouret. L'obésité en prégestationnelle, on la connaît, on sait que cette femme est un facteur de risque, mais surtout, on connaît les facteurs de risque modifiables, et en particulier les prises de poids excessives sur laquelle la femme va pouvoir agir. Alors c'est difficile, mais pourtant c'est tellement important. C'est important parce que cette grossesse, c'est une vraie période d'opportunité pour mobiliser ces femmes qui ont envie de changer leurs habitudes de vie, non pas pour elles, souvent elles le disent, mais pour ce bébé qui arrive. Alors, on vous partage quelques questions d'appel qui peuvent faciliter cette communication. Première question toute simple, qui paraît simple et pourtant qui est importante à poser, mais est-ce que vous souhaitez vous peser, pardon? Parce que finalement, en cas de réponse négative, cette femme va pouvoir exprimer ses craintes, voire même ses colères par rapport, à peut-être, certaines relations difficiles avec des personnels soignants. 2e question, est-ce qu'on vous a déjà parlé de la prise de poids pendant la grossesse? Pour rappeler que les recommandations, tiennent compte bien sûr de l'IMC de la femme en pré-gestationnelle. Et puis on peut aussi tout simplement se focaliser sur ce futur enfant. Est-ce que vous avez des questions sur le poids de votre futur bébé? Alors maintenant, parler c'est une chose, accompagner c'est une autre, Jean-Baptiste vient de vous le dire. On va vous présenter des parcours, des programmes, et moi je vais commencer par un programme qui s'appelle Bulle Ronde, qui est un programme d'éducation thérapeutique qui se déroule à la maternité du CHU de Toulouse, qui s'appelle Paul de Viguier, et qui est donc proposé à toute femme enceinte en situation de surpoids ou d'obésité, quel que soit son lieu d'habitation, quel que soit son lieu d'accouchement et quel que soit son terme. Alors, ce programme, on peut dire que c'est un programme en 3 temps. Comme tout programme d'éducation thérapeutique, il commence par un bilan éducatif partagé. Et puis ensuite, le cœur du programme, c'est une séance collective qui va permettre à 4 à 6 femmes environ enceintes, bien sûr, de partager leurs connaissances, leur vécu sur l'obésité autour d'une équipe de professionnels, donc sage-femme, diététicienne, pédiatre et psychologue. Et ce qui fait l'originalité de ce programme, c'est l'existence d'un 3e temps collectif durant la première année de vie de l'enfant, qui se passe en distanciel, qui permet de parler bien sûr de ce bébé, donc de la vraie vie avec cet enfant, mais aussi de parler de sa maman, de son alimentation et puis aussi de son désir de perte de poids en postnatal. Donc vous voyez, ce programme, il s'inscrit, dans ce dont vient de vous parler Béatrice Jouret, donc la période des 1000 jours, et il va permettre des changements pour la femme qui sont des changements qui peuvent aller vraiment dans la durée puisque c'est ce qu'a montré, la thèse de Sophie, Husson en 2018, auquel je vous fais référence. Voilà, je vais laisser Jean-Baptiste Bonnet vous parler d'un autre parcours. Donc du côté de Occitanie-Est, on
on a effectivement un parcours un peu miroir qui s'appelle le programme Danae. Alors bon, il fallait trouver des mots pour faire un joli mot, mais donc diagnostic, accompagnement nutritionnel et accueil de l'enfant. Et j'insiste sur cette notion d'accueil de l'enfant, qui est vraiment un objectif que nous nous fixons, même si on essaye toujours de s'améliorer et qu'on n'est pas parfait. C'est un programme qui se concentre principalement sur l'Hérault pour des questions techniques, puisqu'il est centré sur le CHU de Montpellier. Il ne s'intéresse pas à la maternité choisie par la femme, il ne s'intéresse pas à la sage-femme ou au gynécologue choisi par la femme en question. Et, euh, et derrière, c'est effectivement, quel que soit le terme, avec souvent effectivement des termes tardifs. Pour illustrer un petit peu le type de situation qu'on peut rencontrer et les questions qui peuvent être sous-jacentes en dehors des grandes questions d'arrivée d'une femme avec un IMC à 43-44, voici deux exemples que j'ai voulu essayer de vous choisir de ce programme qui peuvent potentiellement alerter sur ce qu'il est possible de faire et sur ce qu'il est possible de soulever comme problématique pendant ces grossesses. Madame C, 22 ans, 18 semaines d'aménorrhée, donc une prise en charge assez précoce, qui a commenté ses dents simplement un petit épisode dépressif majeur en 2020, mais sans TS, qui s'est traité par une sertraline au long cours, pas grand-chose à côté, dents de sagesse, enfin, des choses de 22 ans, et elle prend correctement une supplémentation depuis le début de la grossesse. Elle est en couple, elle est étudiante en architecture, donc une formation exigeante. Elle ne prend pas d'alcool et pas d'autres toxiques. Quelqu'un qui a une vie sur ces plans-là tout à fait saine. Le poids avant la grossesse, 96 kg avec un IMC à 36,13, et c'est la raison pour laquelle, du coup, elle a rencontré les sages-femmes du programme qui, après les premiers entretiens, ne me l'ont proposé à voir. Donc, un petit diabète gestationnel mis sous modification thérapeutique du mode de vie et pas de signes d'obésité secondaire. Le problème, c'est que quand on pousse un petit peu sur cette patiente assez classique, c'est la diapo suivante, eh bien, on se rend compte qu'il y a des choses qui se creusent. D'abord, il y a le décès de sa sœur jumelle à la naissance, qui a conduit à manifestement quelque chose qui a changé au sein de la famille au moment de son arrivée. Elle est gardée par une nounou jusqu'à ses 2 ans, vous me direz jusque-là c'est tout à fait normal, mais qui ne la nourrit que sous forme de soupe uniquement jusqu'à ses 2 ans. Et après, on se rend compte qu'en fait finalement elle n'a un accès à la nourriture réelle, dure et normale que passé l'âge de ses 8 ans, puisque jusqu'à ses 8 ans elle est sous Bledy-Chef. Les morceaux sont mis de manière extrêmement progressive. Là, de fait, des phobies alimentaires sont extrêmement importantes et sont exacerbées au niveau familial. Alors évidemment, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'on passe à côté d'un truc, mais on n'arrive pas à le faire ressortir pendant la grossesse. Et c'est 2 ans après la grossesse que finalement, sur un éclair avec la psychologue, elle a réussi enfin à mettre des mots sur quelque chose pendant l'enfance. Vous vous doutez bien que dans ce type de situation, on soulève un certain nombre de situations qui relèvent du glauque, qu'il faut accompagner, qu'il faut savoir qu'elles existent, et d'autant plus qu'on parle d'une période de grande intimité et où, les femmes se projettent dans un projet de parentalité qui peut correspondre à ce qu'elles ont malheureusement vécu. Donc ces phobies alimentaires, très, 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 très nombreuses, des notions d'intolérance et un poids le jour de la consultation qui, du coup, pendant la grossesse, montre une perte de 6 kilos. Alors beaucoup de gens lui disent que c'était extrêmement bien, elle a quelques nausées, vomissements, mais du coup, elle compense et finalement, elle boit 2 litres de coca par jour pour tenir, qui lui permettent de maintenir, ce poids. Et tout ceci pour dire que quand derrière on aura fait le bilan des carences, on se rendra compte que les folates sont indosables, que le fer malgré la supplémentation est indosable et il va falloir réintroduire ces choses-là chez cette patiente. On ne pourra pas traiter ces problèmes de phobie alimentaire et d'aversion, et cetera, pendant la grossesse. Ça sera un accompagnement minutieux, diététique, psychologique. On se doute bien qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui n'avait pas été levé parce que cette jeune femme, elle n'a pas besoin de voir un médecin en dehors de sa grossesse. Et donc, on va essayer de le faire prudemment. Et donc, ces personnes-là qui ne demandent pas de médecin, mais sur lesquelles la période de la grossesse va nécessiter une attention toute particulière. Donc ça, c'était la première situation. La deuxième situation, vous allez me dire: «Il est évident qu'il y a un problème». Oui, d'accord. Néanmoins, ces patients-là sont souvent uniquement traités sur le côté addictologique puisqu'elle prend un paquet par jour. Elle est descendue à 7 cigarettes par jour. Elle est mère isolée. Elle est
Cannabis, 1 par jour, elle était anciennement à 6-7 au début de la grossesse, donc elle a fait un énorme effort pour baisser la question du cannabis. Elle ne prend pas d'alcool et elle aussi, elle prend, 1,5 litre de Coca-Cola par jour, pour tenir, et ceci de manière pas trop chère. Le poids le jour de la grossesse, vous allez voir, est de 68 kilogrammes, donc il y a pas de problème en fait, hein, au niveau strictement alimentaire, un IMC à 23,2 et elle est d'abord orientée par les addictos. Le problème, c'est que, elle est quand même orientée par les sages-femmes qui, prenant l'habitude de ce type de parcours, ont fait un bilan un petit peu classique et c'est là qu'on retrouve sur le bilan qui est la question suivante. Un petit peu la même chose que ce qu'on avait pu retrouver pour la première patiente, c'est-à-dire des carences absolument multiples et variées qui ne sont pas expliquées simplement par l'hémodilution de la grossesse. Et donc, ce qui est intéressant aussi sur ces situations-là, c'est qu'il faut savoir ne pas s'arrêter aux premières questions de type addictologique, et cetera. Si vous réussissez à mettre, une notion de diétético-nutritionnelle avec un accompagnement global, vous pouvez lever un certain nombre de lièvres aussi, qui vont rentrer finalement dans la question des 1000 jours, au-delà de la question du surpoids et de l'obésité, mais parce que vous aurez mis ça en place dans le secteur de gynéco. Néanmoins, sur cette dame, ce que cela pose comme problème, c'est que, diapo suivante, il faut se poser quand même la question de est-ce que le poids doit être la seule alerte dans nos accompagnements? Comment prioriser les problématiques et à quel moment est-ce qu'on va se structurer? Cela pour la première ou pour la deuxième patiente. Quels sont les éléments que nous allons devoir traiter? Quelle est la place de l'enfant qui va se mettre derrière dans ces 2 situations? Et comment est-ce qu'on va aborder la question nutritionnelle sur ces alimentations qui sont complètement déstructurées? Et penser au dosage des carences pendant la grossesse, sachant qu'il y a un certain nombre de recommandations dans la chirurgie bariatrique qui peuvent s'appliquer finalement à beaucoup de situations carentielles, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ces choses-là ne peuvent se faire que sur une approche pluridisciplinaire. Je n'aurais pas pu tout seul lever ces 2 situations sans, les sages-femmes et les diététiciennes de l'équipe. Accessoirement, dans les 2 situations, en fait, on est sur un suivi addictologique, hein. Il y a une addiction, qui prend des formes différentes. Merci Jean-Baptiste. Christine, je te laisse la suite. Oui, merci. Donc on quitte le temps de la grossesse pour vous présenter quelques exemples d'accompagnement d'un enfant en situation de surpoids ou d'obésité et comment impliquer les parents dans la prise en charge de cet enfant. Donc, le premier exemple, c'est le programme qui s'appelle TCAP, qui est un programme d'éducation thérapeutique. Donc, vous voyez ici le flyer, qui est destiné donc aux enfants ou adolescents en situation de surpoids ou d'obésité non complexe, accompagnés par leurs parents. Donc, il s'agit d'un programme qui est porté par la CERO, qui se déroulait à l'origine sur le site de la CPM 31 et qui, depuis 2 ans, s'est déployé en programme multisite sur, en particulier, plusieurs maisons de santé en Occitanie. Donc, les parents, eh bien, ils sont impliqués grâce à plusieurs facteurs, bien sûr. Le collectif qui leur permet de se déculpabiliser, de partager, grâce à l'approche en éducation thérapeutique qui nous permet d'avancer avec eux, à leur rythme et grâce bien sûr à la multidisciplinarité de l'équipe. Et enfin, dans ce programme, il y a un atelier qui cible le soutien aux parents, atelier qui a été construit par, Béatrice Jouret, qui est intitulé «La charte du parent aidant» et qui permet de réfléchir à une harmonisation des pratiques à l'échelle familiale et à une cohérence, parentale, facteur très, très important dans la bonne évolution de cet enfant. Voilà, donc vous pourrez découvrir cet atelier grâce à une vidéo, mise sur le site, Banco, dont vous avez, le lien ci-dessous. Deuxième exemple, c'est, un programme qui se déroule dans l'Aude, c'est le programme Manger et bouger 11. Je remercie, Charline Laurent qui m'a transféré cette diapositive. Donc c'est un dispositif qui associe une dimension à la fois individuelle et collective. Donc dimension individuelle avec un bilan, très complet, médical, psychologique, diététique, en activité physique également. Et puis après, une dimension, collective qui permet à des groupes d'enfants, des groupes de parents ou des groupes de parents et enfants
de partager des temps d'ateliers qui sont très ludiques avec des cafés des parents, des ateliers cuisine, etc. En plus, la richesse de ce dispositif, c'est de proposer un programme d'ETP qui s'appelle Tous en forme, qui va venir renforcer les connaissances et les motivations qui ont émergé du dispositif antérieur. Troisième exemple et dernier exemple, c'est le dispositif Proxob. Il s'agit donc d'une expérimentation en article 51 qui est en cours sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un parcours de soins innovant, coordonné, familial et surtout à domicile qui est porté par le CSO Caloris. Donc ce parcours, il va permettre à des enfants en situation de surpoids ou d'obésité d'être accompagnés avec leur famille pendant 2 ans. Et donc pendant la première année, le suivi est assidu. Il y a 3 bilans, 15 ateliers au domicile. Et ensuite, il y a une deuxième année qui est beaucoup plus en autonomie, essentiellement sous la forme d'entretien téléphonique. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole au binôme Nadjet Nouri et Béatrice Jouret. Donc là, on a parlé de beaucoup de sujets autour de la famille et on va se rapprocher un tout petit peu de près de ce qui se passe dans certaines problématiques familiales. À rappeler tout simplement que la Haute Autorité de la Santé, dans son rapport de 2011 qui a été révisé en 2023, elle a recommandé la prise en charge du contexte psychosocial ainsi que la prise en charge psychothérapie individuelle et ou familiale. Donc c'est la première fois en fait qui, de façon officielle, est indiquée une prise en charge familiale, bien que les équipes s'intéressent à ce qui se passe dans la famille, mais la prise en charge souvent reste plutôt focalisée sur l'enfant à des niveaux différents, au niveau diététique, médical, activité physique et notamment psychologique. Donc, il existe actuellement peu de travaux concernant la thérapie familiale, quelles que soient ses dimensions systémiques ou analytiques, pour la prise en charge de l'obésité pédiatrique. L'intérêt de l'approche familiale est ancien, il date de 1970. Il a été plutôt un accompagnement de l'anorexie mentale de l'enfant et de l'adolescent. Et quelques années plus tard, la thérapie familiale commence à devenir un traitement privilégié de l'anorexie mentale chez l'adolescent. Donc, la question, c'est pourquoi transposer l'approche familiale dans le contexte de l'obésité chez l'enfant et l'adolescent. En fait, la thérapie familiale est centrée sur les relations familiales. Elle permet d'avoir un regard global sur la fonction du symptôme et l'accompagnement des membres de la famille pour permettre l'autonomisation du sujet et de l'enfant et sa construction pour établir l'identité familiale moins modelée par la maladie. Il s'agit donc d'une approche plutôt globale, intégrative, de plusieurs facteurs et qui influence non seulement sur la problématique de l'obésité de l'enfant, mais sur la dynamique relationnelle. Donc, le travail se fait avec l'ensemble des membres de la famille, ce qu'on appelle le système familial. Il ne s'agit pas de traiter l'enfant, mais de prendre en charge l'enfant dans son environnement et accompagner aussi la famille à travers une démarche collaborative avec ses différents membres. Donc, pour donner l'exemple, nous avons choisi 2 situations cliniques que nous avons reçues. Donc, je laisse Béatrice présenter l'aspect médical. Alors juste, je vais vous parler de la première situation. Il s'agit de S, âgé de 6 ans. Dans ses antécédents, c'est un enfant qui est né à terme, trophe, une grossesse avec un diabète gestationnel. La maman était en situation d'obésité en début de grossesse. Elle a pris 2 kilos pendant la grossesse. Elle a allaité l'enfant pendant 2 ans et demi. Le développement psychomoteur était normal. Cet enfant a bénéficié d'une circoncision en 2020, de la pose aérateur transtympanique à 2 reprises, 2022-2023. Il a eu un suivi orthophonique entre 2022 et 2023 parce que apparemment il était trop timide, et un suivi psychologique pendant 1 an en 2023 qui est maintenant arrêté.
Dans les antécédents familiaux, la maman est en surpoids avec un IMC à 28-35 kg par mètre carré. Le père est en obésité avec un IMC à 37 kg par mètre carré. Il présente un diabète de type 2, une hypertension. Il a bénéficié d'un bypass en 2013 pour lequel il a perdu 20 kg. Il a pris les vitamines pendant 1 an après la chirurgie, puis il a arrêté ensuite. Il a repris du poids et son poids avant la chirurgie était de 130 kg. Fin 2012, il a eu un triple pontage. Il y a une consanguinité des parents au niveau cousin, un diabète de type 2 chez les grands-parents paternels du côté paternel et la grand-mère maternelle et une obésité chez la grand-mère paternelle, une hypertension artérielle. Quand on regarde la courbe d'IMC à droite, vous voyez que c'est un enfant qui a une obésité précoce puisqu'il a un rebond d'adiposité extrêmement précoce à 6 mois avec une montée progressive de l'IMC. C'est un enfant qui est déjà en situation d'obésité dès l'âge de 2 ans, avec une IMC qui fait que progresser. Sur le plan du suivi, donc la première rencontre, donc cet enfant S que j'ai nommé Samy est un jeune enfant de 6 ans qui est très souriant lors des échanges, bien qu'il reste timide. Samy a un grand frère Naïl qui a 9 ans. Ce dernier n'était pas présent à la première rencontre avec l'équipe. Les parents de Samy sont séparés depuis 4 ans. Il y avait des tensions qui se manifestent au moment de la rencontre et dès les premiers instants de l'entretien. La mère tourne le dos au père, elle exprime un dégoût visible à chaque fois que ce dernier prend la parole. De son côté, le père reste au fond de la salle, debout, souriant, avec sa grande carrure et sa posture. Il domine la situation. Donc, en raison de ce climat entre les deux parents, au départ, les parents ont été reçus séparément. Une synthèse a été restituée à la famille en indiquant une prise en charge avec APA, diète et une thérapie familiale. Lors de la prise du poids de Samy, selon la mère, coïncide à la période de la séparation, c'est-à-dire vers les 2 ans, qui a été vécue de façon extrêmement violente. La mère, elle décrit un climat de violence conjugale, à la fois physique, verbale, psychologique. Elle a été chassée du foyer conjugal après que son conjoint ait porté plainte pour violence conjugale. Elle a longtemps été victime de ce conjoint sans jamais franchir le pas pour dénoncer ces violences, d'autant plus qu'il s'agit d'un cousin et des liens familiaux. Donc, elle raconte que le moment où la gendarmerie est intervenue à son domicile conjugal, elle allaitait à ce moment-là Samy, qui avait 22-23 mois, et une des officiers lui a demandé de poser l'enfant et de sortir de chez elle. Un moment qu'elle est décrit avec comme un trauma, ce qui constitue une véritable fraction traumatique. Le père, de son côté, il revient sur ce moment de violence. Il justifie la plainte qu'il a portée par des colères furieuses de sa femme, à qui, à ce moment-là, il ne pouvait pas la contrôler. Donc, durant 6 mois, la mère ne pouvait pas voir ses enfants, que durant les visites médiatisées, un samedi sur 2, elle n'avait aucune possibilité d'avoir de nouvelles ni de les appeler. Suite à l'enquête sociale et juridique, la mère a récupéré le droit de garde de ses 2 enfants, tandis que le père a obtenu seulement un droit de visite classique avec un accompagnement éducatif pour les 2 parents qui a duré 1 année. Donc, le problème de l'obésité, comme on l'a vu, elle ne concerne pas seulement Samy, mais elle en concerne l'ensemble de la famille. Des deux côtés. Donc, le suivi a été instauré par la mère. Cependant, cette démarche elle a été jugée par le père non nécessaire. Il remet en cause ce suivi de façon permanente sans s'y opposer de façon ferme. Lors des différentes rencontres familiales, il a été possible de constater cette posture paternelle qui ne valide jamais la décision de la mère, tout en affirmant que c'est elle qui décide puisqu'elle est proche de ses enfants et qu'elle prend bien soin d'eux. Une attitude paradoxale qui oppose, qui en tout cas traduit parfois certaines positions de ce père, qui peut manifester des positions qui se manifestent de façon avec des comportements passifs agressive.
Donc, dans un contexte de violence souvent indirect, le fonctionnement paternel dominant repose sur ce paradoxe. Il laisse peu de place aux autres membres de la famille de penser, de partager leurs ressentis. La peur habite les deux enfants. Naïl, quant à lui, il s'oppose à son père, souvent même s'il se fait attaquer et rabaisser par ce dernier durant les rencontres. Alors que Sami cherche toujours à gagner les faveurs de son père, reste très silencieux et il garde tout pour lui. D'ailleurs, il avait pas mal de manifestations de constipation et de problèmes, des difficultés digestives. Il se rapproche de temps en temps durant les rencontres pour lui faire un câlin avant d'aller jouer ou même échanger avec son frère. Le père souligne avec fierté, Sami n'a jamais menti, il cherche toujours de ce fait sa confirmation quand il y a une situation rapportée par la mère, par l'école ou par son frère. Donc, en ce qui concerne la mère qui a vécu un déracinement puisqu'elle vient d'un pays maghrébin qui a rejoint son conjoint, le fait est qu'il soit de sa famille, elle s'est sentie très vite en sécurité. Elle idéalisait cette construction familiale. Cependant, en arrivant en France, elle a eu beaucoup de difficultés à trouver sa place en tant que mère auprès de son mari. Ce dernier s'occupait de ses 2 enfants aînés. Et à la suite de la première puis deuxième grossesse, madame commençait à prendre un peu plus de place, revendiquer sa place de mère et refuser la position soumise qu'elle avait subie pendant 4 ans. Sami se retrouve donc l'enfant symptôme dans une position familiale symbolique qui marque l'émancipation de sa mère et aussi par contre qui a traduit les conflits de couples parentaux et qui a éclaté la famille. La famille s'est éclatée, ce n'est pas Sami qui l'a fait éclater, mais suite à ces conflits, la famille a éclaté. Sami devient l'enfant symptôme de ce dysfonctionnement familial. La question de l'alimentation remplit une fonction de base de réassurance pour l'ensemble de la famille, mais à des différents niveaux. Pour la mère, elle se considère comme mère nourricière. L'image de voir son enfant arraché de son sein et rester comme une empreinte traumatique, donc réactionnelle, par réaction, nourrir ses enfants peut avoir cette fonction de réassurance, de réparation et parfois même une façon de répondre à un sentiment de culpabilité. La prise du poids, même si elle est ancienne, elle est aussi issue d'un contexte familial qui était très compliqué. La mère, elle décrit de grandes angoisses, de pertes, et tente à travers des attitudes où elle est conciliante, et notamment elle laisse passer pas mal de choses pour les enfants, comme une attitude de combler ses propres peurs. Pour le père, la question de l'alimentation est une question de remplissage du corps, un corps qui peut venir un corps qui exprime un vide psychique. Il associe, quant à lui, la question de ses angoisses à une histoire familiale complexe. Lui-même était témoin de violences conjugales entre ses 2 parents. Sa mère a subi de grosses violences de la part de son père et lui, il a grandi dans son climat d'insécurité avec une haine et une colère à l'encontre de son père qui restait toujours étouffé et il n'a jamais exprimé cette colère. De son côté, ce papa se retrouve pris dans une répétition d'un mode relationnel basé sur la légitimité destructrice, selon Catherine Ducommun-Nagy, avec une répétition de ce comportement sur ses enfants. D'abord avec les premiers aînés, où il n'a plus de contact, et puis actuellement, aujourd'hui, avec ses 2 enfants qui sont clivés entre un bon enfant et un mauvais enfant. Le père est porteur de ce processus de répétition avec des blessures narcissiques où tout le système familial est construit sur la question de la fusion pour se protéger contre l'angoisse de séparation. Pour les enfants, manger est un plaisir, mais également un moyen de combler leurs chagrins, leurs angoisses, parfois leurs peurs. Naïl, il évoque facilement quand il ne va pas bien, il va manger.
Les réactions paternelles qui sont dans le déni de la problématique d'obésité font écho à les réactions maternelles, même si la maman est très bien adaptée dans sa façon de faire et dans la demande et l'accompagnement de l'enfant. L'obésité reste pour elle une fonction de décharge de la souffrance psychique à travers le comportement alimentaire. Quant aux enfants, quant à Samy, qui est l'enfant gentil, l'enfant qui dit la vérité, est assigné à une fonction particulière en miroir avec le père, probablement en recherche de sécuriser ce dernier. Dans ce contexte, il est très difficile pour Samy de prendre conscience de ses émotions et de pouvoir les exprimer et se différencier de son père. Donc, quelle est la place de la thérapie familiale ? Donc, la relation familiale est bien, comme nous constatons, elle est dysfonctionnelle, elle ne permet pas l'individuation de ses membres. La problématique de surpoids s'inscrit dans une problématique familiale marquée par des événements traumatiques et des violences répétées. Les membres de la famille ne sont pas individualisés, ils sont inscrits sur un mode fusionnel, ce qu'on appelle la fonction familiale imbriquée. L'objectif de la thérapie familiale dans un premier temps était d'apaiser les tensions et mettre en place la communication entre les parents, mais aussi entre parents-enfants et entre les deux enfants. Une fois que ces relations se sont apaisées, nous avons repris l'histoire familiale et le vécu traumatique des différentes séparations. Il était important d'accompagner les enfants dans l'expression de leurs besoins et de leur vécu, ainsi les autoriser à s'autonomiser tout en sécurisant leur père. À ce jour, la thérapie familiale est en cours, la famille est apaisée, Samy arrive de plus en plus à s'exprimer, à jouer, sans forcément rechercher le regard de son papa. Son poids est stabilisé, les problématiques digestives de l'enfant ont nettement diminué et la mère a adopté un régime alimentaire beaucoup plus équilibré et porte une attention particulière sur la question des quantités. Elle exprime moins la culpabilité de ne pas satisfaire ses enfants. En revanche, nous observons toujours une réticence quant à la question du poids, qui est dire quand elle est abordée. Pour le père, le poids n'est pas un problème. Être un garçon, c'est être bien dans sa chair, est synonyme de force. Alors que la mère, dans une alliance qu'elle retrouve avec le père, ne remet pas en question la dynamique familiale alimentaire et elle s'interroge sur le plan plutôt génétique, cherchant à normaliser la situation de manière à s'aligner à la vie du papa. Donc, j'ai trop tardé, je pense, pour faire le deuxième. C'est ça? Oui, c'est un petit peu juste maintenant, puisqu'il est déjà 13h23. Peut-être si tu peux faire une conclusion plus générale ou synthétiser un petit peu le deuxième cas éventuellement. D'accord. Donc, pour être plus axé sur la prise en charge, qu'est-ce qui a été mis en place vraiment dans ce cas-là? Donc, c'est juste pour dire, pour la deuxième situation, nous retrouvons également un événement traumatique qui est lié à l'inceste entre les deux frères, qui a été étouffé par la famille et non verbalisé. Et c'était Mathis, le jeune garçon de 16 ans, était en tout cas dans l'interdit d'aborder cette question. Et cet événement-là, ça s'est révélé suite aux échecs de différentes prises en charge, prises en charge au niveau qui ont été mises en place au niveau individuel. Et en faisant la synthèse avec la maman, c'est à ce moment-là qu'elle a révélé cette problématique de l'inceste et l'indication de thérapie familiale a été posée. Pour l'instant, elle n'a pas encore été mise en place. La maman trouve toujours des difficultés par peur que la famille s'éclate et par peur qu'il y ait un conflit entre Mathias et son frère aîné. Donc, pour dire tout simplement, finir que la thérapie familiale, elle ne traite pas que le symptôme, elle permet de traiter l'obésité sous les différents angles et elle permet justement d'identifier la problématique sous-jacente qui permet par la suite de bouger les différents membres de la famille et de ne pas être focalisé sur la question du poids. Écoutez, il est juste 13h30, donc je remercie tous nos intervenants et nos organisateurs
du CSO de Montpellier pour la tenue de ce webinaire, et à vous les participants. Au plus fort, vous étiez 217 personnes connectées, donc merci à votre participation. Et n'hésitez pas, voilà, tout sera en replay sur nos sites dans quelques jours, sur les sites internet de nos 3 structures. Et voilà, plus d'infos aussi hein, sur les sites internet de la Seroccitanie et des CSO de Toulouse et de Montpellier. Voilà, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Au revoir.